J'ai encaissé 223 638 € sur la première année de ma SASU Kaizen Impact et je vais te partager dans cette vidéo et dans cet épisode les 10 leçons que je retire de cette première année en tant que vrai entrepreneur entre guillemets et plus en tant qu'entrepreneur individuel. Alors, avant de démarrer, je veux déjà commencer par planter le décor et te montrer finalement qu'est-ce que Kaizen Impact, qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on accompagne pour que tu aies un petit peu de contexte avant juste de te balancer les leçons qui certaines font mal, mais sont bien puissantes. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir un minimum de contexte pour pouvoir comprendre les choses et pouvoir en tirer aussi quelque chose. Donc, Kaizen Impact, c'est une entreprise qui accompagne des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement à passer de zéro, j'ai une entreprise qui peut-être vient de commencer ou alors en projet, à une entreprise qui tourne et qui permet d'attirer des clients tous les mois et on leur permet d'aller tout simplement jusqu'à 10, 15 000 € mensuels en fonction de leurs ambitions, de ce qu'ils veulent développer, de leur projet et de plein d'autres critères, mais on les accompagne du coup purement sur de l'accompagnement business, mindset et entrepreneurial pour développer une entreprise de coaching, d'accompagnement en ligne. Donc ça, c'est ce que je fais. Je fais ça maintenant depuis à peu près 3 ans et ça fait 1 an que je suis passé officiellement en société. Alors, le premier point que j'ai envie d'amener là-dedans, et ça ne fait pas partie des leçons, mais c'est que c'est tout simplement complètement différent. Entre une entreprise individuelle et une SAS, bon, il y a un peu plus de complexité entre guillemets. Non pas que c'est compliqué la partie administrative, mais il y a quand même beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent et surtout, on passe dans un autre jeu. C'est un peu comme ça que je le vois et comme ça que je le prends. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que quand j'étais en entreprise individuelle, j'avais touché le plafond avant qu'on passe à la TVA, je ne sais plus combien c'était. Et je me suis dit, OK, bon, soit je joue petit et je continue à me dire, OK, je reste à ce niveau et on s'arrête là, en fait. Soit, en fait, on passe de l'autre côté et on se dit, OK, on monte une vraie boîte et on y va et on ne se limite pas, en fait. Et ça a complètement changé ma posture. Ça a complètement changé mes ambitions. Ça a complètement changé le champ des possibles. Donc ça, c'est déjà, on va dire, une introduction de leçon. C'est-à-dire, j'étais entrepreneur individuel, ça fonctionnait bien, mais je me sentais quand même un peu cloisonné dans une petite boîte où on te laisse finalement pas de grande liberté d'un point de vue entrepreneurial. Je veux dire, à partir du moment où tu veux faire des événements, des choses, tu es limité. Tu es limité, tu ne peux pas passer de frais, bref, tu ne peux pas vraiment faire de choses en tout cas, moi, je me sentais limité et donc j'ai pris le parti de dire: «OK, on va arrêter de jouer petit et on va s'autoriser à aller jouer grand» et pour ça, il me faut une entreprise. Donc je suis passé au statut de SAS. Pourquoi la SAS? Ne me demande pas, c'est ce que mon comptable m'a dit qu'il fallait que je fasse par rapport à ma situation. Chaque situation est différente, mais moi, c'est une SAS. Et je me suis dit: «OK, on va commencer à recruter». Donc j'ai recruté une bras droit, Valentine, que tu as déjà pu voir dans ce podcast, tu as déjà pu l'entendre, tu as déjà pu la voir et on a commencé à construire l'entreprise et c'est comme ça qu'à partir du 1er juillet 2022, 3 pardon, ouais 23 a pu démarrer l'entreprise Kaizen Impact. Voilà, donc ça c'est le point de départ et on se retrouve maintenant une année fiscale après, avec 223 638 € encaissés et énormément de leçons, dont les 10 que je vais te partager ici et qui, du coup, sont issus de ce parcours d'énormément d'échecs, d'énormément d'erreurs et de victoires aussi, hein, mais surtout d'échecs. Et je pense qu'on apprend surtout des échecs et des erreurs qu'on peut faire. Et c'est ce qui nous permet finalement de se renforcer, d'avancer avec plus de certitude aussi et finalement, bah, de pouvoir simplement partager aussi des choses qui sont intéressantes parce que si je t'amenais juste ici des choses ultra bonnes, j'aurais peut-être rien à te dire aussi. Donc, on a des leçons, on a des échecs et c'est là-dedans qu'on apprend le plus et c'est là où se trouve le plus de cadeaux. Donc, c'est parti pour la première leçon qui est d'oser rêver grand et se donner les moyens. Donc là, concrètement, il y a un point qui est hyper intéressant, c'est que je vois tellement de personnes qui ne s'autorisent pas. Ça, c'est une vraie leçon. Et cette leçon vient un petit peu avec le point que j'ai pu t'amener juste avant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, quand on joue, entre guillemets, à l'entreprise individuelle, quand on joue petit, et j'ai rien contre l'entreprise individuelle, c'est parfait pour démarrer, mais c'est tellement limitant parce qu'en fait, on a un plafond au-dessus de nous et donc, on limite les actions qu'on va pouvoir poser inconsciemment parce qu'on a ce plafond dans tous les cas. Et ça, qu'on le veuille ou non, ce plafond nous limite, qu'on le veuille ou non. Et on va se dire, oui, mais moi, je ne veux pas payer de taxes, je ne veux pas payer d'impôts. Oui, mais si tu payes des taxes et des impôts, c'est que tu gagnes plus. Ça veut dire que naturellement, tu contribues plus aussi. Et ça veut dire que tu touches aussi plus de personnes. Donc, en fait, c'est que du plus. Donc, ça, c'est le premier point. Et moi-même, j'étais bloqué là-dedans, hein. Je me disais, non, mais
ça va être compliqué, ça va être la merde, va falloir gérer des trucs que tu as pas. Bah, voilà, moi, j'ai pas fait un MBA, hein, moi là-bas, je suis ingénieur, donc tout ce qui est entrepreneurial, on ne m'apprend pas ça à l'école en fait. Donc moi aussi j'avais peur, moi aussi je ne savais pas trop. Par contre, je sais que je suis appelé à faire de grandes choses et j'ai un minimum de foi en ce que je veux construire et en ce qui va se passer pour moi par la suite, qu'à un moment donné, il fallait que je me dise, ok, on arrête de jouer petit, on arrête de se limiter et on y va franco et on passe du coup en société, on y va et on s'autorise à avancer. Donc, j'ai dû me former, j'ai dû comprendre les choses, mais surtout, j'ai dû passer à l'action et m'autoriser. Et ça part d'un point identitaire. Qui est-ce que tu as besoin d'être? Qui est-ce que j'ai besoin d'être pour m'autoriser à aller de l'autre côté? M'autoriser à voir plus grand, à m'autoriser à poser des actions plus grandes pour aussi avoir des résultats plus grands et donc impacter aussi plus de personnes avec mon activité. C'est tellement sous-coté, mais je peux t'assurer que c'est le plus gros des freins quand on commence à se poser ce genre de questions et qu'on commence à lister finalement tout ce qui nous limite pour derrière s'autoriser à y aller, s'autoriser à aller plus loin et à faire confiance à finalement la vie quelque part, parce qu'on ne peut que se raccrocher à ça quand on est entrepreneur, hein. Je veux dire, il n'y a personne pour nous sécuriser. À un moment donné, il n'y a que nous et quelque chose de plus grand qui nous tient pour avancer et continuer à prospérer. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième leçon, c'est l'équilibre entre la persévérance et l'écoute de soi. Ça, c'est un gros challenge et si tu me connais, tu sais que j'ai déjà pu partager ça à différents moments dans des épisodes de podcast ou des vidéos. Mais il y a vraiment un gros point qui est quand on veut développer une activité et qu'on veut arriver à de plus grands résultats, et là, 223 000, ok, c'est bien, c'est joli, mais pour moi, c'est rien, vraiment, c'est que dalle. On est loin, 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 loin de ce qu'on peut faire et des ambitions qui sont derrière, mais il ne faut pas oublier quelque part un certain équilibre entre le faire et l'être. Et quand on veut dépasser finalement un certain plafond, quand on veut avoir un certain résultat, il y a forcément des moments où il va falloir mettre un coup de collier et être dans l'action, être dans le faire. Et quelques moments, quelquefois, j'ai pu me perdre là-dedans, j'ai pu me perdre à être trop dans le faire, trop dans l'action, trop dans la tête dans le guidon finalement et me couper de ma raison d'être, me couper finalement de ce qui m'inspire le plus, me couper de ma créativité, me couper de tout ce qui fait que je fais ce que je fais. Et ça, c'est un vrai point et une grosse leçon. Et il y a, il y a vraiment un paradoxe quelque part entre on veut développer une activité et la scaler et en même temps on veut continuer à être en joie tous les jours, à être animé, à que tout se passe bien. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas vrai. La réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Quand on veut scaler un business, il y a de la merde qui va avec et qu'on le veuille ou non, il faut la résoudre. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne pour la résoudre à part nous. Et on peut dire ce qu'on veut et on peut me dire oui, mais Ludo, tu n'es pas obligé de faire ça. Ouais, j'ai aussi cru que je n'étais pas obligé de faire ça. Et en fait, il y a un moment donné où on se rend compte que par la force des choses, si, il y a forcément des choses qui sont pas agréables, il y a forcément des choses à un moment donné où on va se perdre et ça fait partie du chemin. Et on peut t'amener ce que tu veux sur les réseaux à te dire que c'est pas vrai, qu'il y a un autre chemin qui existe, c'est du bullshit. C'est que un message marketing qui est bien travaillé, bien ficelé pour te dire ah mais t'en fais pas, ça peut être léger, ça peut être fluide. Ouais, mais tu vois pas l'envers du décor. Tu ne dors pas avec la personne en face avec la personne qui est en train de te présenter les choses. Là, ici, je te dresse un vrai tableau. Je te dresse la vérité et je connais tous les entrepreneurs à succès sur le marché francophone. Je sais exactement ce qui se passe derrière. Et c'est exactement le même tableau que moi. Donc, je peux t'assurer que c'est normal de passer par là. Mais la leçon derrière, c'est qu'il faut réussir à détecter les signaux, détecter les moments où, en fait, c'est peut-être un peu trop. Oui, on a à un moment donné la tête dans le guidon. Oui, si on veut scaler un business, il va falloir travailler plus que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, mais il va falloir faire des choses différentes aussi. Et surtout, il va falloir reconnaître les signaux qui, quelque part, nous indiquent que le fameux axe d'alignement, on est peut-être un peu trop à droite ou on est peut-être un peu trop à gauche. Et là, il faut se réajuster. Et personnellement, j'ai énormément de chance, entre guillemets, d'avoir des personnes qui peuvent me dire « Ok, là, tu n'es pas bon en fait. Là, je te vois depuis un mois, c'est pas possible ce que tu fais, ça ne va pas, tu es négatif, ça avance pas. » Et pour ça, par exemple, j'ai ma bras droit qui est là et qui peut me dire à des moments « Ok, bon, stop, là, c'est la merde, ça ne marche pas. J'ai plus envie de travailler avec toi parce que tu m'inspires plus. » Ok, bon, c'est peut-être un indicateur. Ou alors c'est ma conjointe. Bon, c'est peut-être un indicateur aussi. Et tout ça, finalement, me permet de me dire, OK, stop, calme, on prend de la hauteur et on regarde où est-ce que je me perds, où est-ce que je ne suis pas finalement
aligné, où est-ce que j'ai un décalage, qu'est-ce qui ne fait plus sens, qu'est-ce qui ne résonne plus pour moi et comment est-ce que je me réajuste là-dedans. Et c'est constamment ça. Donc, leçon numéro 2, l'entrepreneuriat, surtout quand on veut scaler un business, ce n'est que des allers-retours pour trouver finalement son axe et continuer d'avancer de la façon la plus juste. Mais naturellement, quand on va un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, c'est qu'on a trop la tête dans le guidon ou alors trop la tête pas au bon endroit ou qu'on se déconnecte de sa raison d'être et qu'il faut se ramener dedans. La leçon numéro 3, c'est reconnaître les signaux de déconnexion. Ça, il y a tellement de choses que j'ai à dire sur ça parce que je suis un peu un têtu et je suis un peu, par moments, un peu con, on va dire ça comme ça. Et quand je me prends un mur, j'ai besoin de me le prendre une deuxième fois pour me dire: «OK, c'est bon, je l'ai bien pris». Et ça, on peut me dire ce qu'on veut, je sais, c'est comme ça, mais il y a des moments où voilà, ça fait partie du truc et j'apprends aussi, hein. Je veux dire, je suis aussi là pour t'amener les choses telles qu'elles sont et ça fait ma force parce que derrière, une fois que je les ai compris, je les ai vraiment compris et je peux vraiment les amener et voir aussi chez les autres qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut éviter de se prendre le mur aussi. Mais ces signaux-là sont tellement importants et on a besoin de se connaître. On a besoin de connaître finalement qu'est-ce qui nous anime. On a besoin de connaître finalement pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. On a besoin de connaître finalement intérieurement comment est-ce qu'on sent qu'on n'est plus aligné. Et pour connaître quand est-ce qu'on n'est plus aligné, on a besoin de connaître quand est-ce qu'on est aligné. C'est tout con, mais on a besoin de vivre des bas pour comprendre les hauts. On a besoin de vivre des hauts pour comprendre les bas. Et ça, on ne peut pas passer outre. Et une des leçons que j'ai là-dedans et que j'ai envie de te partager, c'est que on est obligé à un moment donné de se prendre des murs. On est obligé à des moments donnés de vivre de super gros ups, de célébrer, d'être hyper content. Mais en même temps, on a besoin de vivre la polarité inverse pour pouvoir reconnaître la polarité qui est la plus agréable. Et on peut se dire que non, je ne veux pas, et du coup, on va arrêter avant et on ne va jamais s'autoriser à y aller. Et ça revient sur le point numéro 1, où à un moment donné, oui, si on veut aller vers quelque chose de grand, il va falloir s'autoriser et il va falloir accepter d'en payer le prix. Et c'est surtout que si on sait pourquoi on veut payer le prix, si on sait pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas y aller. Si ce n'est que d'avoir le regard un peu trop tourné sur soi et à se regarder le nombril, à se dire que non, en fait, je ne veux pas un minimum galérer. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, si on est appelé à faire quelque chose de grand et qu'on ne s'autorise pas à le faire, on va souffrir. On va souffrir parce qu'on va rester enfermé. Peut-être que dans l'instant, on ne le voit pas, mais à long terme, on va souffrir. On va souffrir parce qu'on ne pourra pas exprimer finalement qui on est réellement. Et à l'opposé, si on y va et qu'on le fait, on va aussi potentiellement un peu souffrir, mais pour grandir. Et c'est là où le point est important, c'est que quoi qu'il arrive, on est là pour grandir, on est là pour faire des choses, on est là pour apprécier le chemin, on est là pour tomber amoureux de ce chemin et de ce processus. Et moi, ok, il y a des moments où c'est peut-être difficile, il y a des moments où voilà, j'ai peut-être pas reconnu les bons signaux, j'ai pas bien reconnu que j'étais peut-être en train de me déconnecter. Mais ces moments où on a pu me le mettre en pleine face et où j'ai eu à me remettre en question, en fait, c'est les plus beaux moments. C'est les plus beaux moments parce que c'est là où moi, j'ai pu prendre vraiment du recul et où j'ai énormément appris et grandi. Et je reviendrai pour rien au monde en arrière et je sais très bien que je vais en avoir encore devant moi. Je sais très bien que ça va faire mal, mais je sais aussi à quel point c'est nécessaire pour que je puisse grandir, que je puisse grandir en tant qu'entrepreneur, en tant que leader et que je puisse aussi l'amener derrière aux personnes avec qui je travaille, les personnes qu'on va pouvoir accompagner. Et c'est ce qui fait finalement pour moi la beauté de l'entrepreneuriat parce que c'est avancer de difficulté en difficulté, mais prendre du plaisir là-dedans aussi et savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, quelle est la raison derrière. Et pour moi, ça tourne vraiment autour de ça. La quatrième leçon que j'ai envie de te partager, c'est s'entourer des bonnes personnes et pratiquer finalement des bonnes personnes et des bonnes pratiques finalement pour se recentrer. Donc ça, c'est une leçon qui pour moi est, enfin c'est même pas une leçon, c'est un point primordial si on veut réussir. C'est pas une question, c'est on doit être entouré. On doit être entouré par les bonnes personnes, que ça soit des personnes qui nous accompagnent dans des accompagnements, des coachs, des thérapeutes. J'ai personnellement tout le temps un coach business, mindset dans les accompagnements où je suis. J'ai personnellement une thérapeute, masseuse, elle fait les deux, que je vois tous les trimestres. Généralement, c'est quand les signaux de déconnexion sont un peu trop forts que je me dis, bon, va peut-être falloir la voir pour qu'elle me refasse un calibrage et que elle m'aide tout simplement. Donc ça, c'est ultra précieux et ultra
important et j'invite tous les entrepreneurs à prendre des moments pour ça et à ne pas être comme moi et à attendre d'être au bord pour se dire ok maintenant il faut y aller. Non, mets-toi directement dans l'agenda tous les trimestres un rendez-vous pour aller voir ta thérapeute ou aller voir ton énergéticienne ou ta masseuse ou ton masseur ou qui peut t'aider. C'est hyper important. Et ça, c'est des leçons pour moi. C'est n'attends pas d'être au bord de gouffre pour se soigner. Je veux dire, c'est pas quand tout va bien qu'il faut se dire ok, si tout va bien, ça va rester comme ça. Non, en fait, pas du tout. Au contraire, si tout va bien, c'est le meilleur des moments pour continuer de progresser, pour continuer d'entretenir finalement ce qui nous a amené ici, pour continuer à s'entretenir. Je veux dire, c'est tellement important. Et pour ça, on a besoin de pouvoir avoir des personnes avec qui discuter, avec qui échanger, avec qui voir finalement nos idées, confronter nos points de vue. Et sans avoir de coach, de mentor qui m'aide finalement sur ce chemin, jamais de la vie, je serais passé de ces, je ne sais plus combien je faisais en entreprise individuelle, mais quelque chose comme 40 et quelques, à l'année d'après 223 000. C'est littéralement 5 fois plus presque. 5 fois plus. Jamais de la vie, j'aurais pu faire ça si je n'avais pas eu des personnes qui m'entourent en fait. J'ai eu une progression vraiment exponentielle. Et ça, jamais de la vie, j'aurais pu y arriver sans avoir des personnes qui m'entourent, qui m'encadrent, qui m'aident, qui me guident. Donc la leçon là-dedans, c'est n'arrête jamais de te faire accompagner. Jamais, 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 jamais. Si tu veux continuer à croître, tu as besoin de personnes qui sont plus loin que toi pour t'aider. Si tu veux voir les choses différemment, changer ta perception, changer ton état d'esprit, changer la personne que tu es pour aller au résultat que tu veux, tu as besoin de personnes capables de t'y amener. Et ça, naturellement, ça passe par se faire accompagner. Donc, la leçon numéro 4, c'est de ne jamais rester seul. J'ai dû passer sur toute cette année-là quelque chose comme 3 mois seul. Il y a eu un battement de 3 mois. En gros, quand je suis parti Thaïlande et Japon, ça faisait 2 mois de vacances, enfin de vacances de voyage plutôt. Et cette période, je n'ai pas été accompagné et le mois d'après non plus. Et le reste, j'ai toujours été accompagné, hein. Toujours, toujours, toujours. Programme d'accompagnement, un mentor en one-one et là en ce moment, un mastermind aux US avec de l'accompagnement dedans et tout ce qu'il faut qui est juste incroyable. Mais faites tout le temps, tout le temps. Si je veux grandir, je sais que j'ai besoin d'avoir des personnes qui pensent différemment que moi parce que aujourd'hui, je ne suis pas la personne capable d'aller plus loin que littéralement ce chiffre en fait. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire ça. Et si je veux aller plus loin et faire ça par moi, ce qui est probablement ce qu'on va faire d'ici à un an, j'ai besoin d'avoir des personnes qui le font déjà et qui puissent m'aider à y aller de la meilleure des façons. Non pas pour m'enfermer dans une méthode parce que ça ne marche pas et je l'ai déjà fait et voilà, ça ne marche pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'œuvre avec Kaizen Impact, c'est pour ne pas enfermer les entrepreneurs dans des boîtes et dans des méthodes standards, mais vraiment pour leur permettre d'être dans leur axe, dans leur alignement et trouver leur façon de faire qui leur correspond vraiment pour laisser s'exprimer, pour qu'ils puissent vraiment avoir leur essence dans leur stratégie. Mais tout de même, ces personnes qui sont allées là, elles ont quand même une façon de réfléchir et différente de moi et j'ai besoin de comprendre ça pour pouvoir voir les choses de la même manière et passer des caps, passer des steps. La leçon numéro 5, c'est tout simplement de prévoir du temps. Prévoir du temps pour réfléchir. Juste réfléchir. Quand tu es quelqu'un de très cérébral comme moi, tu apprends à un moment donné que ce n'est pas ta tête qui va te faire avancer, mais bien ton cœur et ta tête. Ta tête, ton cœur, les deux. Et le corps va avec, bien sûr, hein. Je ne parle pas du physique là-dedans, mais tête et cœur vont de pair. Et si on est trop dans la tête, on va être bloqué. On va être bloqué et on va essayer de chercher des réponses de façon mentale, alors que au final, la tête, elle n'a peut-être pas la réponse et le cœur, il n'a pas la réponse, il n'a pas la question. Donc, il faut du temps, de l'espace. Pour entreprendre, pour réussir à bien avancer, pour moi, et ça c'est une grosse leçon, on a besoin de temps, on a besoin d'espace. Et souvent, on va se dire, ouais, mais si je fais ça, j'avance pas. Si je fais ça, je perds potentiellement des clients, je perds des leads, je perds des appels, je perds ci, je perds ça. Ouais. Mais quand tu fais ça, tu gagnes aussi quelque chose. Et tu gagnes beaucoup plus que de rester dans le doing, dans le day-to-day. Et on a besoin de temps. Je veux dire, on ne peut pas créer des choses, on ne peut pas être créatif en étant constamment la tête dans le guidon et en travaillant de 8h à 23h. Je ne donne pas ces horaires au hasard, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et je peux te dire, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, il y a des choses qui avancent. Oui, c'est le mois où on a fait le plus gros chiffre. C'était quelque chose comme 35 000 euros encaissés, un truc comme ça. C'était il y a un mois, 2 mois. Ouais, 2 mois. Ok, c'est bien, mais à quel prix en fait? Et il a fallu que je le fasse pour me le prouver que je peux le faire. C'est bien, mais ça ne me rend pas mieux, pas plus heureux. Je m'en fous en fait. C'est bien. Mais au final, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps. Et
et je peux faire les choses différemment aussi. Je peux faire les choses différemment. Donc, mon invitation pour toi et cette leçon ici, c'est prévois du temps dans ton agenda pour réfléchir, pour te poser, pour aller marcher, pour aller méditer, pour faire ton… Bon, le sport, j'en parle pas, c'est obligatoire. C'est pas une leçon là-dedans, mais tu peux la prendre comme une leçon. Le sport, c'est non négociable, c'est vital. Si tu veux arriver à un moment donné à vraiment développer ton activité et à vraiment aller à chercher tes ambitions, bah, va falloir avoir un corps qui te suit et une hygiène de vie qui te suit aussi, parce que tout ça est lié et te met dans un état émotionnel aussi différent, donc un taux vibratoire différent aussi, et donc une vision différente. Bref, tout est lié, et pour moi, le sport là-dedans est un non négociable. Mais le thinking time, un temps pour réfléchir, un temps pour te poser des questions sur quelles sont les priorités, à quel point est-ce que ta vision, tu es toujours en accord avec, peut-être la revoir, c'est tellement important et tellement sous-coté que pour moi, c'est une leçon. Et bah, c'est une leçon parce que je l'ai aussi pris de plein fouet. Je veux dire, c'est sûr que de se dire, ouais, je continue à avancer, je continue à forcer, c'est bien, ça amène des résultats. Oui, 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 ça amène des résultats, mais c'est travailler bêtement et pas intelligemment. Et pour ça, on a besoin de prendre du recul. Et c'est vraiment important. Donc, je t'invite aussi à prendre un moment de thinking time toutes les semaines pour sortir de l'opérationnel, prendre du temps sur stratégiquement où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qui est-ce que tu veux mettre à quel poste est-ce que tu as peut-être besoin de recruter pour te libérer du temps. Bref, vraiment te poser en tant que chef d'entreprise, parce qu'au final, c'est ce que tu es. Et on va en parler juste après, mais c'est un peu un paradoxe, mais bah, je peux en parler maintenant. C'est un peu un paradoxe, mais quand on veut scaler un business, il y a le gros paradoxe du fait qu'on a besoin de construire à court terme et on a besoin de construire à long terme. Le problème avec ça, c'est qu'il y a une réalité de terrain que l'argent, il part. Quand tu veux construire à long terme, tu commences naturellement à investir dans des ressources, donc tu as des charges, tu as de plus en plus de logiciels à droite et à gauche, donc tu as des charges, tu as de la TVA, tu as des frais de pub si tu mets de la publicité. Bref, tu commences à avoir beaucoup d'argent qui sort et tu commences à sortir des mois à 10 000, 15 000 euros de frais. Et bah, naturellement, ça, bah, si tu fais 0 client sur 3 mois et que tu as 45 000 euros de trésor, bon, bah, c'est mort, tu es fini. Ta boîte, tu la mets sous la clé sous la porte. Donc, il y a un peu ce paradoxe qui est difficile à gérer et c'est ce qui fait qu'on se perd aussi souvent quand on scale et que tellement de boîtes peuvent se casser la gueule et que pour l'instant, je touche du bois, elle ne s'est pas cassée la gueule, mais c'est qu'on a besoin d'être ultra bon dans l'opérationnel au jour le jour pour signer des clients, encaisser de la trésor et en même temps, on a besoin d'être ultra bon pour construire le futur, réfléchir à la stratégie long terme, réfléchir à qui va où, créer une culture d'entreprise, amener les personnes avec soi parce que passer de 200 à 1 million, c'est pas en faisant plus que je vais y arriver. Il va falloir faire des choses différemment. Mais pour autant, c'est le day-to-day qui me permet de tenir aujourd'hui et de continuer. Donc, il y a vraiment un gros paradoxe là-dedans qui est ultra tendu et qui est chaud, vraiment. Voilà, c'est chaud, mais ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. Hein. Je veux dire, il y a tellement de personnes qui l'ont fait et on est en train de le faire aussi, tu vois. Et là, on arrive à souffler un peu plus. Mais il y a ce dilemme entre dans le day-to-day, on doit mettre des choses en place qui ne fonctionneront plus par la suite pour aller plus loin. Mais pour autant, c'est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui. Donc, on ne doit pas l'arrêter et on doit continuer. Et en même temps, on doit construire d'autres choses dans le futur pour pouvoir, à force, arrêter ce qu'on fait au jour le jour. Donc, j'espère avoir été clair, mais il y a cette difficulté quelque part, et c'est ce qui est ultra dur quand on veut scaler un business, de savoir jongler et savoir bien gérer son argent pour justement ne pas être en just in time, parce que si tu es en just in time et que tu as juste la trésor pour le mois d'après, tu vas constamment être dans cette roue de hamster. Donc, on n'a jamais eu ce cas-là parce que j'ai une gestion de trésorerie qui est assez fine et je vois toujours plus loin que le mois à venir et donc on a de la trésor devant, mais on n'a pas un an, quoi. Donc, il faut savoir bien jouer ses coups et il faut savoir gérer la pression aussi que ça amène parce que naturellement, ça amène de la pression et on sous-estime trop souvent ce côté-là à se dire ouais non mais t'inquiète ça passe. Non, non, mais en fait tu as de la pression tous les jours. Je veux dire, c'est ce que un de mes mentors appelle la traversée du désert, de 20 000 à quelque chose comme 80, 100 000. C'est un peu la traversée du désert où tu as un système qui marche mais il t'empêche d'aller au step suivant et le système du step suivant, il ne marche pas encore assez pour t'arrêter de faire le système d'avant en fait. Donc,
tu es constamment dans un effet ciseau où si tu arrêtes ce que tu as fait ici, bah, finalement, tu vas brûler plus de cash que ce que tu vas rentrer. Et donc, tu vas potentiellement arriver à un moment donné où l'effet ciseau il va se fermer et ta boîte, tu la jettes. Donc, c'est vraiment pas évident à gérer et c'est ce qui fait aussi que ça chahute pas mal quand tu veux scaler un business. Mais en même temps, bah, voilà, je veux dire, ça se fait. Il faut justement avoir du temps pour réfléchir, prendre du temps pour justement prendre du recul, savoir écouter les signaux aussi pour à un moment donné ne pas faire bêtement des actions et se demander comment est-ce qu'on peut les faire différemment. Et bah, surtout, ça m'amène au point suivant qui est la leçon de l'équipe, qui est d'avoir les bonnes personnes avec soi. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse leçon parce que bah, au début, quand on a commencé l'année dernière, je pense que j'ai dû virer, c'est pas méchant, hein, mais remercier, toute l'équipe déjà une fois, je pense, sur tous les pôles, à part bras droit, mais sur tous les pôles, on a dû remercier tout le monde, que ce soit livraison, que ce soit closing, que ce soit marketing, CM, on a dû remercier tout le monde au moins une fois parce que c'était pas les bonnes personnes en fait. Et pour ça, bah, normal en fait que c'était pas les bonnes personnes, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais c'est que j'étais pas au clair sur les attentes, j'étais pas au clair sur exactement ce qu'on voulait. Je savais juste que bah, voilà, il nous faut une personne pour ce poste-là et elle doit faire ça. Oui, ok. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'elle soit bonne? Enfin bref, j'ai fait des choses de façon trop précipitée. J'ai pas mis de scorecard en place. Enfin bref, plein de choses que j'ai pas faites qui, au final, bah, t'empêchent de recruter les bonnes personnes et qu'une fois qu'elles sont là, tu te rends compte que oh, c'est peut-être pas les bonnes. Donc bon. Savoir s'entourer. Vraiment, ça c'est une grosse leçon. Ne pas hésiter à recruter au plus vite, au plus vite, au plus tôt pour faire des erreurs et se tromper. Parce que en fait, il y a aucune secret sauce à faire un bon recrutement. C'est que quand tu es sur le terrain que tu vas voir vraiment ce que la personne elle vaut. Et là-dessus, bah, une des leçons que je vais pouvoir t'amener, c'est bah, l'importance de communiquer correctement les attentes et de virer rapidement aussi, parce que tu n'as pas de temps à perdre en fait. Quand je te ramène le point de effet ciseau avec les charges et ainsi de suite, ben, en fait, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas 3 mois à perdre avec une personne qui coûte de l'argent et qui rapporte rien, parce que littéralement, elle peut te faire couler la boîte. Donc, il faut savoir prendre des décisions rapidement sur ces sujets-là et pas attendre. Et là-dessus, l'intuition est ultra, ultra pertinente. Je pense que cette année, j'ai dû vraiment travailler mes capacités à reconnaître cette intuition et à avoir ce feeling-là. Parce que c'est aussi un point qui se travaille et qui se forge avec le temps quelque part. Donc, ça fait partie du chemin. Des mauvais recrutements, j'en ai fait, j'en referai. Mais la leçon qui est derrière, c'est communiquer. Communiquer. Vraiment communiquer et adresser les sujets qui peuvent être difficiles, que ce soit en entretien, que ce soit par la suite. Je veux dire, tu as une entreprise et ta responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Pas de faire ce qu'il y a de mieux pour toi et, entre guillemets, te réconforter à te dire, ouais, non, mais elle est gentille, elle est bien. Et puis, en fait, peut-être que ça va marcher. Ben non, en fait, c'est quoi l'intérêt pour la boîte? Là, littéralement, tu sais que par exemple, cette personne n'est pas à sa place, qu'elle ne fait pas les bonnes choses, que tu as déjà pu mettre des warnings, que tu as déjà pu vouloir changer les choses, mais ça ne change pas. Bon, bah, faut peut-être la sortir parce que là, pour la boîte, c'est pas bon. Et ta responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre des décisions pour ta boîte. Et naturellement, ces décisions pour ta boîte, elles sont pour toi aussi. Donc ça, c'est tellement important de bien communiquer, de bien recruter et surtout de savoir remercier les personnes de bon moment si on voit que ça ne fait pas l'affaire parce que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la personne. Et au final, voilà, vous avez appris tous les deux et toutes les personnes avec qui on a pu collaborer, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Et juste, c'était pas les bonnes personnes et puis c'est tout en fait, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste comme ça en fait, ça fait partie de la vie d'une entreprise et il faut l'accepter aussi. Mais quand on démarre, bah voilà, on n'est pas formé à ça en fait. Et bah, c'est la raison aussi pour laquelle je te partage ça ici, pour t'amener des points qui peuvent être intéressants. Un autre point par rapport à ça, c'est que il y a vraiment un poste que j'aurais dû recruter plus tôt qui est l'assistant virtuel. Enfin, virtuel ou pas, on s'en fout, mais en tout cas l'assistant. Punaise, le jour où on a commencé à recruter un assistant et que je vois que, oh, en fait, il peut publier nos vidéos. Ah, ok, il peut publier mes vidéos YouTube. Et il peut même utiliser ChatGPT pour me faire le descriptif, le titre. Et en plus, il n'est pas mauvais. Ah, tiens, c'est pas mal, intéressant. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Bref, que des petites tâches que je me disais, ouais, mais il faut quand même être bon. Mais en fait, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et si on donne les bons prompts, les bonnes informations et ainsi de suite, en fait, on peut tellement déléguer. Tellement, 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 tellement. Et pour le coup, je recruterais un assistant virtuel bien, bien, bien plus tôt parce que ça te libère énormément de temps et ça coûte
pas très cher. En tout cas, par rapport à ce que ça apporte, ça ne coûte pas très cher et ça libère tellement de temps. Et ça, justement, ça ramène le point du thinking time. Si je suis que dans l'opérationnel, j'ai pas de temps pour réfléchir, voir plus loin, construire. Et au final, bah voilà, si tu veux vraiment développer une activité et l'amener loin pour pouvoir impacter vraiment du monde et toucher les personnes que tu veux accompagner, ben, ta valeur, elle est peut-être pas à mettre dans mettre une vidéo YouTube en ligne ou mettre un post Instagram en ligne. Non, elle est peut-être ailleurs. Et c'est aussi ça la réflexion à un moment donné qu'il faut avoir, c'est finalement où est-ce que j'ai le plus de gains et le plus d'intérêt et de plaisir à mettre mon temps et investir mon temps. Et ça, bah, souvent, on se dit à ses débuts, bah non, je ne peux pas le déléguer, je dois tout faire et ainsi de suite. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je peux t'assurer que tout est délégable, même toi, en ta place de CEO, tu es délégable parce que tu as des concurrents, tu as des personnes qui font la même chose que toi, donc ils sont tout aussi bons que toi. Donc, tu peux être remplacé. Donc, ça, c'est aussi une leçon et un point d'humilité, c'est que tu n'es pas irremplaçable, loin de là. Il y a des personnes qui sont meilleures que toi et qui ont plaisir à faire ce que toi, tu n'aimes peut-être pas faire. Et ça peut des fois pas te coûter cher de le déléguer. Et puis même si ça peut coûter cher, c'est que la valeur qui en est retirée, elle vaut beaucoup plus que ça. Donc ça vaut le coup aussi. Et c'est vraiment cet état d'esprit aussi que j'ai eu cette année, à me dire, OK, on recrute les bonnes personnes maintenant et on y va vraiment. Et on ne joue pas petit à essayer de grappiller là, 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 là. Non, en fait. Je ne suis pas là pour essayer de gagner le moins. Je suis là pour gagner suffisamment pour construire correctement l'activité que je veux développer et la vie que je veux aussi. Et ça, c'est tellement important. Donc, voilà. Bon, j'interromps juste la vidéo ici pour te partager une autre leçon encore qui m'est venue juste après, qui est tout simplement de ne pas hésiter à faire de call to action dans mes contenus. Donc tu le sais, ici c'est le moment où je vais t'en faire un, qui est tout simplement de cliquer sur le premier lien directement dans les commentaires où tu découvriras la méthode alignement mindset et business. Pas besoin de mettre d'adresse email directement, tu peux regarder la vidéo, prendre la formation et en dessous directement réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider à vraiment bâtir ton activité de cœur. Et c'est uniquement pour toi si tu es dans l'accompagnement, à savoir que tu vends une prestation de service ou alors que tu accompagnes des personnes en tant que coach, thérapeute, mentor, formateur, bref, dans l'accompagnement. Donc je t'invite à ne pas attendre une seule seconde de plus après avoir visionné cette vidéo, bien entendu, pour cliquer sur le lien directement dans le premier commentaire et à visionner cette formation et à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même pour voir comment est-ce que tu peux aller chercher ton prochain palier. Voilà, c'est tout pour moi et on reprend directement la suite de la vidéo. La huitième leçon. La huitième leçon, c'est tout simplement de ne pas négliger sa relation de couple. Ouais, c'est tellement important. Parce que quand tu es la tête dans le guidon, quand tu veux entreprendre avec une boîte plus grosse que toi, bah, en fait, tu travailles beaucoup. En fait, c'est littéralement ce qui prédomine tes pensées. Tu fais que penser à ça. Tu es tout le temps dans le business, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu peux perdre finalement ben, la partie personnelle. Et je sais qu'il y a un coût à payer et que naturellement, si on va à un moment donné aller plus loin, il faut aussi à un moment donné travailler un peu plus, s'investir plus. Je veux dire, on n'a rien sans rien et le discours des bisounours, ça te dit non, tu peux faire les deux et avancer pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Et si on te dit ça, c'est te mentir pour te faire acheter un truc qui, soi-disant, te permettrait de. Non, c'est pas possible. Factuellement, ça ne marche pas. Il y a un moment donné, il y a un minimum de sacrifice entre guillemets à faire et il faut l'accepter et il faut le communiquer. Et ça, on était au clair avec ma conjointe. Par contre, il y a un point qui est important aussi, c'est que il ne faut pas oublier non plus les besoins de la personne avec qui on partage sa vie. Parce que, ok, on est entrepreneur, ok, on a énormément de problèmes, de choses à gérer, de challenges, et ainsi de suite. Mais la personne avec qui on partage notre vie en a aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et nos problèmes ne sont pas plus importants que les siens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça fait 13 ans que je suis avec ma conjointe. Bah, voilà, on a toujours su s'adapter, on a toujours su se remettre en question. Mais cette année, bah, ça a été énormément de remise en question aussi parce que bah, naturellement, quand on a une entreprise qui fait beaucoup de chiffres, entre guillemets, et qui croît, bah, ça veut dire que nous, on a grandi avec parce que notre entreprise ne se développera jamais plus loin que le développement de son propre dirigeant. Et bah, naturellement, ça chahute tant personnellement que professionnellement. Et il y a besoin aussi de reconnecter finalement les besoins du couple à ses propres besoins et il y a besoin aussi à un moment donné de remettre de la clarté sur la vision du couple, les projets du couple et pas que la boîte en fait. Et ça c'est important parce qu'on sous-estime tellement la relation avec
son partenaire de vie parce qu'on se dit ouais, c'est acquis. Mais en fait, non, il n'y a rien qui est acquis. Il y a eu différents moments tendus et de crise dans notre couple cette année, mais on est toujours là et on a su se remettre en question, j'ai su m'adapter et ainsi de suite et tout va très bien. Mais le point de leçon que je veux t'amener ici, c'est que il n'y a rien qui n'est acquis dans la vie et c'est comme dans le business, à un moment donné, soit tu crois, soit tu décrois. Et dans ton couple, c'est pareil. Soit vous continuez à avancer, à alimenter, à nourrir votre relation, votre amour, vos projets, soit vous les laissez de côté et au final, chacun fait ses projets, il y a de plus en plus de distance et puis c'est fini et ça finit mort dans l'œuf. Et ça amène à un divorce si tu es marié, ça amène à une séparation si tu es juste paxé ou j'en sais rien. Bref, dans tous les cas, ça va finir par casser. Et une relation s'entretient, tout comme ton business s'entretient aussi. Et je veux vraiment te passer ça comme leçon parce que trop souvent, on se dit ouais, c'est un frein pour mon entreprise et ainsi de suite. Mais en fait, non, c'est juste que tu es en train de regarder juste tes besoins et juste toi. Et peut-être que si tu te dis que ta conjointe ou ton conjoint, c'est un frein pour ton entreprise, c'est peut-être que tu n'as pas relié la vision que tu as de toi et elle ou lui à la vision de ta boîte aussi et de ce que vous construisez. Et à quel point est-ce que le pilier et ce qu'elle t'apporte est aussi bénéfique pour toi au service de ta boîte. Et ça, c'est une vraie leçon pour moi et surtout une leçon d'humilité parce qu'à un moment donné, quand on commence à réussir un minimum, on commence à se laisser pousser des ailes dans le dos et puis on peut oublier quelque part qu'on n'est pas tout seul à avancer. Tout comme et je reviendrai après sur ça, sur l'autre point, mais tout comme dans ton équipe, tu vois, rien n'est acquis, ça s'entretient, une relation s'entretient. Et ta relation de couple doit être une des priorités aussi, non pas la première parce que c'est ta boîte. Si c'est ta boîte, la première priorité, c'est ta boîte. Dans mon cas, c'est ma boîte et sur ça, on est au clair avec ma conjointe. Par contre, c'est pas parce que ma boîte est ma priorité que tout doit tourner autour de ça. Il y a aussi des moments où on a besoin de se retrouver, de déconnecter et juste aussi de comprendre ses besoins, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse et ses projets à elle et comment est-ce que je peux l'aider là-dedans. Tout comme elle, comment est-ce qu'elle peut m'aider là-dedans. Et c'est l'invitation que j'ai pour toi aujourd'hui si tu entreprends parce que ça peut littéralement te mettre un gros coup de frein et te remettre en face de la réalité que il n'y a pas que le business et il y a aussi d'autres choses. Mais le problème, c'est que quand on n'a que la tête dans le business, on ne s'en rend même plus compte. Donc voilà juste la leçon que je voulais te partager là-dessus, qui du coup n'est pas business, mais qui l'est quand même. Parce que je peux t'assurer que si tu perds ta moitié et que quand elle se barre, tu commences à te rendre compte que punaise, pourquoi est-ce que je fais ça alors que la personne que j'aime, elle est en train de partir et j'ai pas su lui montrer, tu te sentiras bien con ou bien conne. Donc voilà, si je peux éviter ça, tant mieux. 9e point, ne pas négliger la relation dans tes équipes. C'est-à-dire, ok, c'est bien beau de savoir recruter, c'est bien beau de savoir remercier les bonnes personnes et les amener, mais il faut aussi prendre soin des personnes avec qui tu collabores. Je veux dire, avoir une entreprise avec des freelances, avec des personnes qui travaillent chacun dans son coin, c'est bien, c'est cool, tout le monde peut travailler d'où il veut. En ce moment où je fais ma vidéo, on a une personne qui travaille avec nous qui, malheureusement, est au Liban et ce n'est pas la meilleure des périodes. On a une personne qui est en ce moment au Costa Rica, on a une personne qui est en Italie en ce moment. Ouais, c'est une semaine de vacances, donc ils sont un peu tous partout. Mais tu vois, je veux dire, ils travaillent de partout. Et ça, c'est top parce que du coup, ça leur permet d'avoir une certaine liberté. Mais cette liberté crée de la distance aussi. Et donc, c'est de ta responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise de savoir aussi créer du lien. Et là-dessus, j'avoue que j'ai énormément de choses aussi à apprendre et à mettre en place. Mais encore une fois, avec du recul, c'est aussi ce point de au day-to-day, il y a des feux à éteindre et du coup, dans les projets long terme, il y a aussi la vision. Donc, c'est encore une fois ce truc où on est tiraillé et tiré parce que il y a la réalité du terrain à court terme et il y a le plus loin. Donc, voilà, c'est pas évident à gérer. C'est pas une excuse loin de là, hein. Mais c'est toute cette difficulté qu'on peut avoir quand on scale un business. Et je pense que si tu m'écoutes et que tu es déjà passé par là, tu sais de quoi je parle. Ou alors si tu es dedans, tu sais aussi de quoi je parle. Et si tu n'es pas encore dedans, tu sais maintenant à quoi t'attendre. Mais il y a vraiment ce jeu où il faut vraiment bien calculer ses coûts. Mais ouais, pour le coup, je reviens sur cette leçon, c'est ne pas négliger son équipe, ne pas négliger de faire des points réguliers avec eux, de comprendre leurs besoins, savoir comment est-ce que ça va dans leur vie aussi. Parce que c'est important. Je veux dire, ok, ils contribuent à une mission, ils contribuent à un business, mais si tu leur partages pas la mission, tu leur partages pas la vision, ils se raccrochent à quoi? Si tu n'es pas là pour les écouter, voir leurs problèmes, ils se raccrochent à quoi? Alors ok, dans mon cas, il y a Valentine qui fait des points avec l'équipe coaching, par exemple.
Mais Valentine, c'est pas la CEO de la boîte. Donc, si le CEO de la boîte, on le voit jamais, bah, en fait, on travaille pour Valentine. Mais en fait, non, on ne travaille pas pour Valentine, on travaille pour Ludo. Donc, il y a aussi besoin à un moment donné de prendre du temps pour ces équipes, les coacher aussi et savoir insuffler une certaine culture pour créer un mouvement. Et ça, c'est vraiment mon projet pour les prochains mois, c'est créer un mouvement parce que je ne veux pas juste créer un business où c'est moi. Moi, je m'en fous. Moi, je veux pouvoir avoir vraiment une activité qui me dépasse et qui impacte vraiment la vie des personnes qu'on veut servir, qu'il y a vraiment un mouvement derrière, que les équipes soient animées. Et je le vois juste avoir les retours des clients sur les coachings avec, que ce soit Raphaël, Émilie ou Valentine ou avec Margot, mais juste je me dis, ouais, trop bien. Là, j'ai des personnes dans l'équipe, elles sont bonnes, elles sont à la place qu'il faut et elles contribuent à une mission qui pour moi est hyper importante. Et juste les personnes, les clients nous remercient ces gens-là, ils ne me remercient pas moi en fait. Et ça, tu n'imagines pas à quel point ça fait plaisir quand tu as des clients qui sont remplis de gratitude, non pas pour toi, mais pour les personnes dans ton équipe. Et ça franchement, c'est vraiment trop cool. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Déjà pour servir les clients, mais aussi pour construire vraiment une activité plus grande que moi et pouvoir voir des gens s'épanouir dans leur place et les voir grandir aussi. Parce que naturellement, quand on est dans une activité, dans une entreprise qui scale, bah, naturellement, on apprend des choses aussi à l'intérieur. Et ça, c'est beau et ça, c'est intéressant. Et c'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, vraiment un point sur ça. Ne néglige pas ce point de culture. Pour moi, il y a il y a le MVP, Minimum Viable Product, et il y a le MVC, la culture minimum viable, c'est-à-dire avoir le minimum de culture dans ton entreprise. Pas la peine de casser la tête sur de la science, de management, je ne sais pas quoi, on s'en fout de ça. Mais à minima, travailler ta vision, travailler les récurrences de meetings, travailler les moments où tu prends du temps pour les réécrire. Bref, vraiment t'en occuper en fait et pas te dire c'est bon, c'est délégué, ça marche. Non, non, ça marche pas. C'est des humains, c'est des personnes qui ont besoin d'attention aussi, il y a besoin de feedback et si tu fais ce que tu fais, ben, à un moment donné, il faut aussi te demander à quoi est-ce que tu le raccroches. Si tu as juste une équipe et tu te dis que c'est bon, il le fait et ça te décharge et tu es content, c'est peut-être que tu n'es pas à la bonne place. C'est peut-être que ton business, il n'a peut-être pas la bonne orientation et qu'il faut peut-être revoir des choses. Donc voilà, c'est aussi une leçon parce que je sais que il y a par moment où il y a eu des moments où j'ai été trop déconnecté des équipes, trop déconnecté de ce qui se passe et du coup, ben, je ne l'ai pas payé parce qu'ils sont encore là et merci à vous si vous m'écoutez. Mais moi-même intérieurement, je savais que c'était pas bien et que c'est une dette que j'accumule et qu'il va falloir que je récupère par la suite. Et ça m'amène la leçon numéro 9 qui est rien n'est plus vrai que ce fameux framework Scale, Mess, Depth. C'est-à-dire que pour scaler un business, il va falloir à un moment donné mettre de la croissance et donc mettre un coup de collier et être dans le doing, 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 doing. Ça, c'est sûr et c'est ce que j'ai pu te partager jusqu'à présent. Donc ça, c'est une évidence. On ne peut pas passer à côté de ça parce que si on ne fait pas, il n'y a rien qui grandit. Derrière, ben, mess, ça veut dire que ça fout le bordel. Ça veut dire que naturellement, quand on pousse les choses pour que ça avance, il y a un moment donné où ça va être un peu la pagaille. Et ça, bah, c'est normal, complètement normal. Et c'est dans justement ces phases de bordel et de chaos qu'il faut garder le cap, garder la vision, garder finalement l'étoile polaire vers laquelle on va et se raccrocher à ça pour continuer d'avancer. Parce que sinon, toutes les merdes que tu vas avoir, et je peux t'assurer que tu vas en avoir beaucoup, vont te mettre à terre. Et c'est là où on perd beaucoup d'entreprises. Et je ne dis pas qu'on ne va pas perdre la mienne parce que j'en sais rien de quoi sera fait le futur. Par contre, je sais que je lâcherai rien et que je serai toujours présent parce que c'est juste une évidence et c'est intrinsèque, c'est dans mon ADN, tu vois. La mission que j'ai avec la boîte et Kaizen Impact, c'est dans mon ADN. C'est ça. Il n'y a rien d'autre qui peut m'en empêcher d'y arriver. Mais c'est pas non plus évident. Et cette phase de chaos, elle est importante pour nous ramener de la certitude dans ce qu'on fait. Parce que chaque fois qu'on est face à du chaos, on va pouvoir revenir finalement et prendre de la hauteur et payer la dette. Payer la dette, c'est-à-dire structurer. Structurer, c'est-à-dire remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre dans le chaos et donc nous ramener de la certitude encore plus par rapport à ce qu'on fait parce qu'on voit qu'on a pu passer un cap, passer un petit palier. Et ça, tu vas l'avoir à chaque fois. À chaque fois. Tu ne peux pas passer outre ça. Tu auras toujours des phases de bordel, des phases de croissance, des phases de bordel derrière
et derrière des phases où tu vas devoir payer ta dette et tu vas devoir structurer les choses, mettre les bonnes personnes à la bonne place ou alors sortir les personnes ou les changer de poste et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, quoi qu'il arrive. Et ça, on a trop souvent tendance à l'oublier et on se dit que bah non, on va grossir la boîte et ça va bien se passer, on va structurer en même temps et ainsi de suite. Mais non, en fait, tu peux pas. Il y a tellement de sujets. Il y a la livraison à assurer et on va revenir juste après. Il y a le pôle administratif qui, quand tu passes en société, est bien plus conséquent qu'avant. Juridique aussi, qui est bien, 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 bien casse-tête. Il y a là aussi, entoure-toi. Nous, on a des avocats, entoure-toi, entoure-toi, entoure-toi. Il y a la partie vente, il y a la partie marketing, communication, il y a le pôle si tu fais des événements, enfin bref, il y a tellement de choses. Et en fait, on veut tout faire et en même temps, ben, il faut tout faire. Dans le sens, pas il faut tout faire, mais tu peux pas te dire, bon, on avance juste sur la livraison. Oui, mais travailler sur la livraison, s'il n'y a pas de client qui arrive, ça ne sert à rien. Ou alors, oui, mais travailler sur la structure juridique, alors que la boîte ne génère rien, ça ne sert à rien. Donc, en fait, tu es obligé d'avancer un peu sur tout en même temps, mais forcément, ben, ça va être le bordel là-dedans. J'espère que l'image, elle est correcte, mais je veux dire, c'est obligatoire. Et donc, il faut aussi se remettre à un moment donné à se dire que c'est normal et juste à se dire que ça fait partie du process et que si on est vraiment dans le bon axe, on se raccroche à cette vision, on se raccroche à cette mission et on communique. Communiquer là-dedans est la clé. Communiquer aux équipes que c'est le bordel, avoir de l'humilité de le dire, montrer que, ok, c'est peut-être tendu, j'arrive peut-être pas à tout gérer, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous. Et, et y aller en fait, y aller parce que tu es obligé. Tu es obligé d'y aller. Et ça, c'est tellement important, tellement important. Et ça fait partie du chemin en fait, ça fait partie du chemin. Et c'est ce qui nous permet de grandir aussi. Et ça, c'est aussi une leçon pour moi parce que je pensais que, ben voilà, ok, il y a de la croissance, ça fout un peu le bordel, ok, ça marche. Ouais, mais il y a des moments où tu t'attends pas à ce que ça mette tellement le bordel. Mais il y a un point où je suis vraiment fier, c'est que ça n'a pas mis le bordel sur la livraison. Vraiment. La livraison, c'est un point qu'on a toujours réussi à garder, entre guillemets, la plus stable. On a changé des choses dans la livraison, on a changé le modèle d'accompagnement, on a vraiment structuré les choses. Sur l'année, on a dû changer 2 fois de façon d'accompagner, de façon d'amener les choses pour qu'il y ait toujours le plus de résultats clients et que ça soit le plus juste et bon pour nos clients et pour nous. Et là-dessus, pour le coup, ben, entre guillemets, on n'a pas eu de bordel. Et là-dessus, je suis assez fier et assez content parce que pour avoir déjà travaillé dans d'autres équipes en tant que coach, ben, le bordel, ça l'était, tu vois, par moment. Et ça, pour moi, bah, pour le coup, ça a été aussi une leçon parce que j'ai pu voir ce qui se fait chez d'autres et ce que je voulais pas faire du coup. Et laisser le bordel d'un point de vue externe, bah, pour moi, c'est pas tolérable. Donc, d'un point de vue client ou extérieur, je veux pas qu'il y ait de bordel. À l'intérieur, ça, c'est notre sauce. Mais à l'extérieur, c'est inconcevable pour moi. Et là-dessus, je suis vraiment content. Et c'est aussi une leçon que j'ai envie de t'apporter. C'est OK, ça a le droit d'être le bordel et ça le sera, mais ne laisse absolument aucun bordel paraître au vu de tes clients, au vu de l'extérieur, parce que pour moi, ça, c'est vraiment pas acceptable. Oui, amener que c'est difficile, de l'humilité, ça, je dis pas. Mais par contre, laisser des clients avec un mauvais accompagnement ou un mauvais suivi ou je ne sais quoi parce que c'est le bordel à l'intérieur, ça, non. Ça, clairement, pour moi, c'est inconcevable et je n'arriverai même pas à dormir si ça c'était le cas. Et pour le coup, bah, c'est aussi une leçon et c'est aussi un point que j'ai envie de t'amener, c'est choisis bien l'endroit où tu veux mettre le bordel parce que dans tous les cas, il sera le bordel, mais anticipe les choses et entoure-toi des bonnes personnes pour t'assurer que sur la livraison, ça ne le soit pas parce que je pense que si ça avait été en plus encore le bordel sur la livraison, ça aurait été vraiment dur, vraiment très 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 dur. Donc voilà. 10e leçon, la mission avant l'argent. Là, c'est vraiment un point qui m'a sauté aux yeux quand on a commencé à faire des mois à 20, 25 000. Le dernier mois qui était le plus gros, c'était un truc comme 30, 30, 33, 34, un truc comme ça. Mais en fait, je m'en foutais. Je m'en foutais. Et je me suis rendu compte que, putain, mec, il y a 1 an et demi, tu disais, waouh, le jour où tu fais des mois comme ça, mais tout ira bien, c'est exactement ce que tu veux. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je m'en tape, mais à un point, vraiment, pour moi, c'est juste c'est juste des chiffres qui me permettent de mettre ces ressources-là, de grandir là, d'acheter ça, d'un point de vue accompagnement et ainsi de suite. Mais c'est absolument pas un but. Et je sais que pour beaucoup, quand on entreprend, on se dit, ouais, l'argent, 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 l'argent. Mais en fait, non. L'argent, c'est qu'une conséquence de qui tu deviens et de l'impact que tu peux avoir sur les autres.
Et ça, c'est vraiment une leçon aussi pour moi parce qu'en vrai, je me suis rendu compte qu'en avançant aussi vite qu'on a pu le faire là sur un an, bah, l'argent, j'en avais strictement rien à faire alors que je pensais que si. Et alors oui, j'aime l'argent, on va pas se mentir, j'adore l'argent, c'est pas ça la question. Mais en fait, ça me fait ni chaud ni froid d'avoir plus 10 000, plus 15 000. En fait, je m'en fous. Ça me fait aucune émotion. Et par contre, ce qui est important pour moi, c'est OK, il y a une personne qu'on a pu aider, il y a une personne qu'on a su finalement faire prendre une décision pour elle. On a, pu, on a su faire en sorte qu'elle se choisisse, qu'elle se dise oui. On a su impacter sa vie, on a su impacter son business, on a su l'aider à développer son activité, on a su l'aider à toucher elle à son tour des clients. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus puissant et ça me drive beaucoup plus. Et ça a été une leçon aussi parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi le drive en fait, tu vois? C'est bien, tu gagnes de l'argent, mais il y a un moment donné où tu te déconnectes du truc. Donc tu te dis, merde, mais en fait, pourquoi je le fais tout ça? Et c'est là où revient le point de la mission et de la vision aussi. Et je sais qu'on peut se dire, ouais, c'est bullshit ton truc. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, si tu galères financièrement, pour toi, c'est l'argent. Ok, peut-être. Mais je peux t'assurer qu'à partir du moment où tu en fais un minimum, ben, c'est plus du tout une question. Et c'est là où revient le pourquoi et la mission. Et à mon sens, au plus tôt tu te connectes à ça plutôt que l'argent, bah, au plus tôt tu as la capacité aussi d'avoir de l'argent. Parce qu'au final, l'argent n'est que n'est que la résultante de l'impact que tu vas avoir dans la vie des personnes que tu veux servir. Et quand tu te connectes à ça, tu es beaucoup plus magnétique, beaucoup plus attractif pour les gens et juste les gens verront que tu veux les servir et que tu es là pour contribuer et pas pour leur argent en fait. Et ça, ça aussi, ça a été une leçon et que je tiens du coup à te partager ici. Voilà, on a passé les 10 points, les 10 leçons. Il y en a peut-être plus, on aurait peut-être pu les décortiquer différemment, j'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager ici, si je prends du recul sur cette année maintenant. Et ce n'est que le début, vraiment, c'est rien ce qu'on a fait. C'est juste le début, il y a encore énormément de challenges et énormément de belles choses à construire. Là, on est en train de préparer la prochaine immersion Blue Day, Beyond Limit Up to Excellence pour nos clients en janvier. On est en train d'en programmer une autre en juin, préparer des workshops physiques. Bref, il y a plein de choses qu'on a en tête et qu'on veut préparer. Et ça, c'est la suite. Et c'est aussi ça pour moi qui est important et qui est une leçon. C'est je suis là pour m'amuser. Je suis pas là pour faire un truc chiant. Je suis là pour m'amuser et kiffer avec mes clients, avec mon équipe et faire des choses qui juste me font plaisir tout en étant magnifiquement bien payé. Et c'est vraiment ça le point que j'ai envie de t'amener ici, c'est que toi aussi tu peux développer ton activité, toi aussi tu peux générer des 10, 20, 30, 50 000 euros, il n'y a pas de limite en fait, toi aussi tu peux le faire. Il y a juste une question d'autorisation et de décision à prendre à un moment donné et je peux t'assurer que s'il y a 2 ans et demi, 3 ans, je ne m'étais pas donné la décision à un moment donné de dire ok maintenant j'arrête mon job d'ingénieur et je me lance à plein temps, jamais de la vie j'aurais eu ça. Et oui, je me suis fait juger, oui, je me suis fait critiquer, ouais, il y a énormément de gens qui me jalousent, mais je m'en branle, je m'en fous. Ces gens-là, ils ne sont pas avec moi au jour le jour, ils ne sont pas là pour m'accompagner au jour le jour. Et il y a un moment donné, il faut prendre vraiment, il faut y aller, faut prendre cette décision, tu vois, et personne ne le fera à ta place. Et même si tu es déjà entrepreneur et que tu développes déjà ton activité, mais que tu galères, il y a un moment donné aussi où il faut poser cet ego et remettre finalement l'humilité au centre et se dire, OK, peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas la personne pour y arriver et j'ai peut-être besoin de me faire accompagner. Peut-être par nous, avec notre programme d'accompagnement, et ce qu'on peut partager et ce qu'on peut apporter à nos clients, ou peut-être par d'autres. Mais crois-moi que je ne serais jamais arrivé là si je n'avais pas eu cette humilité de me dire à un moment donné, OK, let's go, on arrête et on se fait accompagner et on arrête de jouer petit, on s'autorise à y aller et on prend une décision. C'est-à-dire qu'on tue toutes les autres options. Et ça, crois-moi que le jour où tu es capable de faire ça, tu es inarrêtable derrière. Et c'est viscéral, vraiment c'est viscéral. Et je t'invite et je te le souhaite de pouvoir arriver à ce point-là parce que derrière c'est juste magique ce qui se passe. Malgré les challenges, malgré que c'est compliqué, c'est juste tellement beau parce que naturellement, là je t'amène des leçons que je peux apprendre, que j'ai pu avoir, que j'ai pu amener. Mais t'imagines pas le plaisir que je prends aussi à faire ça parce que crois-moi, je suis pas sado, hein. Moi j'aime aussi le plaisir, bien entendu, j'adore et si je prenais pas de plaisir finalement à ce que je fais, je le ferais pas. Je ne suis pas con, à un moment donné, je suis comme tout le monde, hein. Et vraiment, il y a du plaisir là-dedans et c'est une aventure qui est tellement belle que je t'avoue que ça vaut le coup de la tenter, ça vaut le coup d'y aller et ça vaut le coup de tout
donner. Voilà ce que je voulais te partager. Dis-moi dans les commentaires si ça a pu te parler et abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage-le à une personne à qui ça peut être utile. Si tu m'écoutes sur Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube, tu me laisses 5 étoiles et tu laisses aussi un petit like pour montrer à cet algorithme que le contenu que je partage est pertinent. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao.